Avec Piero San Giorgio à Nice. Donc Piero, alors donc tu viens de nous faire une petite conférence là, pour nous expliquer un petit peu ta vision des choses. Maintenant on est à Nice, il fait beau, c'est la Côte d'Azur, c'est l'été. Il y a les Allemands partout. Voilà, les gens sont à la plage et tout. Est-ce que c'est pas... qu'est-ce qui peut nous faire penser que tout va s'écrouler? On a l'impression que bon, il suffit de sortir et d'aller à la plage pour oublier tout ça. Exactement, et c'est vrai que c'est une des questions que je me pose moi-même très souvent, parce que j'ai investi ma vie, considérablement toute ma fortune pour la mise en place de ma solution qui est la base autonome durable, donc une ferme avec une grande autonomie et puis au fond un réseau social réel, pas que sur Facebook, avec des gens réels qui travaillent autour de ma ferme, qui sont à mettre en place tout un système d'entraide, d'économie, d'échange normal au fond. On réinvente ce que savaient faire nos grands-parents. Et c'est vrai que parfois, quand je voyage, aujourd'hui à Nice, hier j'étais à Londres, ou quand voilà, on voit qu'encore tout fonctionne bien, il y a une technologie permanente partout, tout fonctionne. Et c'est vrai que les symptômes de ce que je décris quand on les cherche, on les voit en fait assez bien, mais qu'à première vue, ou simplement si on reste superficiel, on a l'impression que tout va bien. Mais je remarque tout de même que la structure sociétale de nos sociétés, elle est quand même clairement dans une phase de déclin, clairement dans une phase de décadence. Je remarque aussi que les données empiriques sur l'état des matières premières et leur raréfaction, elle est là. Bien que c'est intéressant, par exemple, là en ce moment on est le 28 juin et on a remarqué depuis un mois une forte baisse du prix des matières premières. Alors on pourrait dire, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de raréfaction du pétrole. En réalité, ce que l'on voit, c'est que pour que les économies, notamment américaines, redémarrent en ce moment, donc en milieu 2012, il y a un grand besoin de mettre en place tous les moyens pour que rien ne freine un éventuel redémarrage auquel je ne crois pas. Et donc il y a une forte pression des États-Unis sur les producteurs de pétrole, notamment l'Arabie Saoudite, pour faire baisser les prix. Et ça fonctionne. D'ailleurs les prix ont baissé puisqu'on est passé de 100$ à 80$ le baril. C'est une gigantesque baisse. Mais enfin, ça ne touche pas les données fondamentales Et si on regarde ce que j'écris dans mon livre ou ce dont je parle dans mes conférences, en fait, les données profondes, l'effet long est là. Et simplement, c'est vrai que parfois, quand je dis voilà, il va y avoir un effondrement dans les 10 ans, les gens s'attendent à ce qu'il arrive tout de suite. On veut tout de suite voir si c'est vrai. Et oui, mais 10 ans, c'est long. Et ça se trouve, c'est 5 ans, ça se trouve, c'est 3 ans. Mais je pense qu'on est sur un effondrement à palier, effectivement un peu lent. Mais 10 ans, c'est très très rapide à l'échelle humaine et c'est très rapide à l'échelle de nos préparatifs. Donc on a encore le temps de nous préparer, mais c'est vrai que parfois on n'a pas cette impression d'imminence. C'est en même temps le danger et en même temps ça nous permet justement d'être encore bénéficiaires de ce système économique pour l'utiliser pour notre meilleure préparation. Et si ça dure plus longtemps que 10 ans? Parce que par exemple, ta théorie elle est beaucoup basée sur le peak oil en fait aussi. C'est un élément fondamental. Voilà. Oui. Mais par exemple, on a Hugo Chavez qui dit qu'on a encore, mais parce que c'est son intérêt aussi, ce pays producteur de pétrole, qu'il y a encore 150 ans de production de pétrole. Il y a aussi ceux qui disent que le pétrole ne serait pas serait abiotique, il ne serait pas d'origine fossile, il serait en fait serait quelque chose de minéral et qu'en fait il y aurait des réserves de pétrole, plein de réserves de pétrole. Est-ce que tu as ton avis sur cette question-là ou... Alors c'est clair que la raréfaction du pétrole est un élément pilier à mon avis, la chute qui arrive. Alors là-dessus, je ne connais pas, j'ai pas entendu Hugo Chavez qui parlait de ces réserves. Alors, je ne sais pas s'il parlait des réserves vénézuéliennes ou par rapport à la consommation vénézuélienne, si toutes les réserves du pétrole vénézuélien étaient utilisées à leur consommation interne, peut-être qu'ils en auraient pour 150 ans. Je ne sais pas, j'ai pas ces données, je vais regarder. Alors ensuite, pour le pétrole abiotique, c'est vrai que de temps en temps, on sort cette théorie, une vieille théorie russe, soviétique, où en gros on dirait que voilà, le pétrole n'est pas forcément
biotiques, c'est-à-dire créés par la décomposition d'éléments biologiques vivants, plantes, animaux, etc. et sous une certaine pression. Bon, ça on le maîtrise très bien, on sait très bien comment géologiquement on le forme, mais qu'ils seraient par des hydrocarbures stockés au fin fond de la planète et qui suinteraient petit à petit, qui re-rempliraient les trucs. Alors ne m'envoyez pas, s'il vous plaît, ceux qui regardent les vidéos, toujours la même page du même article qui est complètement bidon en plus sur le truc. La réalité, c'est la suivante, c'est que deux choses. Si cette théorie, une théorie, on doit toujours cette théorie est largement discréditée par 99,999% des géologues et des experts en pétrole dans le monde. Alors il y en a peut-être un ou deux qui m'envoient toujours le même article du même géologue que je ne connais pas, qui prétend qu'il y aurait un gisement qui se serait re-rempli, mais bon, c'est très possible qu'il se re-remplisse par un gisement à côté. Et, bon. Maintenant, ça fait 150 ans à peu près qu'on exploite du pétrole. On n'a jamais, il y a beaucoup de gisements qui sont vides, et qui sont vides depuis des décennies, notamment ceux du Texas, notamment ceux de la Pennsylvanie, etc. Et on n'a jamais vu que ces gisements se re-remplissent. On n'a non plus jamais montré on connaît très bien le fonctionnement du tarissement des gisements individuels. On n'a jamais vu des gisements qui se remplissent. On n'a jamais vu non plus des preuves de cette théorie. Personne. Alors, bien sûr, théoriquement, on peut imaginer qu'avec les chaleurs au centre de la Terre, des hydrocarbures puissent s'amalgamer pour créer des chaînes qui permettent, qui correspondent à ce qu'est le pétrole. Mais dans la réalité, c'est pas du tout prouvé, ça n'a jamais été. Donc cette théorie des années 60 est largement pas du tout acceptée, discréditée. Mais plus fondamentalement, ce que je crains, c'est qu'il faut faire attention de ne pas s'accrocher à des espoirs de miracles sous prétexte que l'on n'est pas d'accord de changer notre mode de vie. Ça, souvent, je crains, souvent on me parle aussi d'énergie libre, de Tesla, etc. Certes, il y a des pistes. Mais souvent, on me sort des théories qui sont aussi très théoriques, qui ne sont pas prouvées, ou avec un temps très long, pour justement éviter de se poser la question, est-ce que je vais changer mon mode de vie? Est-ce que notre monde il est soutenable dans sa structure actuelle? Et la réponse est non. Et souvent, certaines personnes vont dans le déni total et vont chercher. Alors, Internet est génial, il est génial parce qu'on trouve des informations vraiment très intéressantes, mais on trouve aussi des informations bidons. Et et ensuite on sort forcément les théories du complot. Alors moi, il y a des complots auxquels je crois, il y en a d'autres auxquels je ne crois pas. Mais enfin, les théories du complot comme quoi ce seraient les industries pétrolières ou tel groupe de pression ou tel autre qui aurait empêché une technologie révolutionnaire ou alors justement une théorie. Pour le pétrole, les grands producteurs de pétrole, ce sont des États qui donnent des concessions à des pétroliers. Donc les pétroliers n'ont pas grand-chose à dire par rapport à ce qui existe sur les fonds larges de la Norvège ou du Brésil ou dans les puits saoudiens ou koweïtiens. Ces États, ils ont intérêt à ce qu'il y ait le maximum de pétrole, ils ont intérêt à en produire le maximum. À mon avis, c'est un faux espoir mais enfin, après tout, on ne sait jamais. Mais à mon avis, moi, je ne vous conseille pas de mettre votre espoir sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Là, tu parles d'espoir, mais justement, est-ce que c'est pas pour les gens qui voient que ce système devient invivable, une forme d'espoir finalement que l'effondrement de ce système? Mais à ce moment-là, justement, est-ce que c'est pas prendre peut-être un peu ces désirs pour des réalités? C'est-à-dire, on se dit vivement que ça s'effondre et qu'on passe à autre chose, quoi. Et si ça dure plus longtemps, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ça en fait. Oui, alors ça c'est très important et très judicieux. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention, et moi-même y compris, de ne pas prendre ces désirs pour des réalités, y compris dans la définition et dans la description des problèmes, autant que dans les solutions à y donner et y apporter. Moi, je dis toujours, moi je suis bien dans ce monde décadent, je suis comme un poisson dans l'eau, j'ai été formé pour faire partie à la limite des élites, pas les toutes hautes, j'ai pas le pédigré, mais des techniques qui font fonctionner le système à un niveau intermédiaire. J'ai gagné extrêmement bien ma vie en faisant cela. J'ai tout à perdre avec l'effondrement du système, j'ai tout à perdre avec même le changement de vie que j'ai fait en prenant une ferme, en la transformant dans ce qu'on appelle une base autonome durable, en ayant mon autonomie.
Je gagne aujourd'hui 4 à 5 fois moins que ce que je gagnais avant tous les mois. Je voyage moins, j'ai moins des avantages que m'apportait le système. Mais bon, mais en revanche, je fais ce qui me correspond à ce que je pense va arriver. C'est-à-dire le moyen, par cette base autonome durable, de nous en sortir. Moi, ma famille, les amis, mes voisins, le village dans lequel je suis, etc. Alors, est-ce qu'on souhaite l'effondrement? Mais je pense que c'est très difficile de souhaiter l'effondrement qui va causer des millions de morts ou des milliards de morts sur la planète. Je ne le souhaite pas, malheureusement, je crains qu'il arrive, mais je ne le souhaite pas du tout. Ensuite, on peut imaginer aussi que les gens qui sont prêts, soit parce que leur communauté est prête, c'est le cas de certaines communautés religieuses, soit d'un point de vue identitaire, parce qu'ils se sont regroupés entre amis, et que finalement ils détestent ce monde pour plein de raisons. Certains parce qu'il est multiculturel, d'autres parce qu'il est multiethnique, d'autres parce qu'il est immoral. Chacun a sa définition de pourquoi il détesterait le monde dans lequel on vit. Bon, très bien, on peut à la limite le souhaiter, mais la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que quoi que vous souhaitez, c'est pas ça qui fait que ça va arriver ou pas. À mon avis, l'effondrement de notre économie, l'effondrement de nos flux énergétiques, il va arriver, que vous le souhaitez ou pas, que c'est pas vous c'est pas moi, c'est pas toi, c'est personne ici qui influence, même si on consomme un petit peu moins de pétrole, la durée de vie des puits de pétrole existants aujourd'hui, ni la raréfaction des terres arables, ni la raréfaction de l'eau potable dans le monde, ni l'effondrement du nombre d'espèces animales dans les niches écologiques à travers le monde. Donc notre impact est faible, donc on peut souhaiter ce qu'on veut, c'est pas nous qui avons les manettes des commandes. Par contre, cette vision influence nos choix dans nos vies. Et donc c'est important finalement de faire le bon diagnostic parce que par exemple concrètement quelqu'un qui a par exemple du patrimoine, toi tu lui conseilles d'investir dans ce champ-là en fait, parce que finalement c'est la seule chose qui est encore viable en fait quoi. Mais qu'est-ce qui se passe si on a un scénario plus à la Michel Drac où ça met plus de temps? Par exemple, voilà, des gens ou les gens aussi qui eux n'ont pas de patrimoine et qui vont, pour eux le temps est encore plus long, les 10 années qui viennent, si c'est 10 ans ou si c'est 15 ans, ça va être encore plus long. C'est un peu ça en fait, donc c'est du moment qu'on a cette vision-là à long terme de ce qui va nous arriver dessus, c'est qu'est-ce qu'on fait Il y a 4 questions intéressantes. La première, c'est qu'effectivement, pour bien se préparer à un événement, il faut essayer de bien le comprendre et bien en poser les paramètres qui l'influencent, même si on ne les maîtrise pas. Parce que ce qu'on maîtrise, c'est le choix de la décision de qu'est-ce qu'on fait. Non. C'est vrai que Michel Drac a une vision d'un effondrement un petit peu plus lent. Lui pense que le système va mieux se retourner et probablement tenir 10 ans de plus que dans mes scénarios à moi. Et donc, lui est vraiment pessimiste, c'est-à-dire que si on ajoute 10 ans de décadence supplémentaire, de catastrophe économique supplémentaire à celle qui existe aujourd'hui, on va arriver à vraiment une vraie catastrophe avec génocide, avec guerre civile très très sérieuse en 2030. Génocide des gens comme nous. Génocide génocide de ceux qui se laissent génocider par ceux qui ont envie de génocider les autres. Voilà. Vous savez, pour être génocidé, il faut être génocidable. Pour être colonisé, il faut être colonisable. Il faut aussi s'en rendre compte. Je veux dire, à la fin, tout honneur à ceux qui savent ne pas se laisser détruire par les autres. C'est comme ça. Ensuite, moi, je pense que les flux énergétiques vont se tarir plus tôt. Je peux me tromper, mais moi, je pense que d'ici 2020, on y aura droit. Maintenant, c'est possible que je me trompe, c'est possible que ce soit Michel Drac qui ait raison. Dans les deux cas de figure, ce que l'on maîtrise, c'est ce qu'on fait nous. Et se rendre autonome, se rendre indépendant d'un système, c'est quoi qu'il arrive bon. Parce qu'être indépendant d'un système, ça veut dire que vous ne le subissez plus, ça veut dire que vous êtes plus capable d'avoir votre autonomie pour votre eau, pour votre alimentation, pour votre hygiène, etc. Donc ça veut dire que vous allez même économiser de l'argent, parce que produire vos propres légumes, que ce soit dans un petit appartement en ville, que ce soit dans un potager, dans une villa, ou que ce soit vraiment dans une ferme, c'est bien, c'est de la meilleure qualité que ce que vous allez trouver en supermarché, ça va être bon, c'est du travail en revanche. Ça, il ne faut pas être paresseux dans la vie. Maintenant,
cette autonomie, elle sera bonne quel que soit le scénario. De même que le lien social, cette remise en lien profond entre les gens, avec des liens de dépendance mutuelle ou des échanges. Là aussi, que ce soit l'effondrement ou pas, ou que ce soit en 2020 ou 2030, ces liens, ils vous apportent déjà une richesse personnelle, une richesse humaine, mais aussi voilà, un échange qui n'est pas taxé, sur lequel il n'y a pas de TVA. Sûrement, quelqu'un va essayer de trouver, encore un bureaucrate va essayer de trouver le moyen de nous taxer les échanges de services les uns aux autres. Je te garde tes enfants, tu me gardes les miens, il faut taxer. Mais plus sérieusement, je pense que ça va être... le gain d'indépendance, c'est à mon avis le but premier, quoi qu'il arrive. Et même si vous ne croyez pas à l'effondrement économique, j'espère que vous pensez que être indépendant d'un système, c'est bon. Être indépendant, ça vous donne de la vraie liberté. Parce que nous sommes dans un monde où nous ne sommes pas libres. Parce que nous sommes dans le salariat, nous sommes dans la dépendance énergétique et la dépendance à tout un système qui nous nourrit, qui nous vêtit, qui nous soigne. Avoir de l'indépendance, même partielle, c'est déjà un grand travail et c'est bien. Ensuite, la quatrième question, c'était par rapport aux moyens. Et c'est vrai que qui a plus de moyens peut aller plus vite, qui a plus de moyens peut faire plus, mais la réalité c'est que vous faites les choses en fonction de vos moyens, en fonction de ce que vous êtes capable de faire, petit à petit. Vous savez, acheter quelques pâtes, des bouteilles d'eau et 1 litre d'huile d'olive, vous le mettez chez vous dans un placard pour le stocker en cas de coup dur. Bon, avec une quinzaine d'euros, vous avez démarré votre travail de mise en place. Alors, c'est pas encore la base autonome durable, c'est que le petit placard autonome durable. Mais enfin, c'est un débat. Donc, la prise de conscience, elle démarre aussi petit à petit, par petits pas. Celui qui croit qu'il va pouvoir acheter sa survie en achetant plein de trucs, même une grande ferme avec beaucoup de stock, etc., il se trompe. Parce que l'essentiel, ça va être du savoir-faire. L'essentiel, ça va être du travail. Et ça, c'est du temps. Et le temps, on peut se le payer, mais la réalité, c'est qu'on ne va pas pouvoir survivre en payant révolution. C'est intéressant ce que tu dis parce que beaucoup de critiques, on va dire un peu des théories surréalistes, ils disent oui mais ça c'est plutôt un truc quand même de gens qui justement ont déjà de l'argent et peuvent investir, peuvent acheter des choses et tout. Et finalement nous, le gars qui est déjà prolétarisé, il peut rien faire. Ouais. Souvent cette critique vient de gens qui n'ont pas lu le livre. Ou qui simplement critiquent en voyant mes vidéos. Ouais. Et ce qu'ils oublient, c'est qu'ils voient des vidéos de 10 minutes, de 20 minutes, peut-être parfois d'1 heure. Et on ne peut pas résumer un livre de 400 pages en 1 heure, en demi-heure. J'essaie de faire mon maximum quand je fais des vidéos, même longues, même d'1 heure. Mais la réalité, c'est que, et même les longues vidéos de 2 heures, il y en a une de 2 heures qui traîne, où j'explique dans le détail, qui traîne sur Internet, ça ne résume pas ce qu'il y a dans le livre. Et quand on lit le livre, c'est clair. On explique comment on démarre petit à petit. On explique comment c'est accessible à toutes les bourses. Alors peut-être que c'est pas assez bien expliqué, mais souvent je sais très bien dans certaines critiques, je vois très bien des détails, celles qui sont faites par des gens qui n'ont pas lu le livre. J'en ai une récemment dans un magazine, malheureusement écolo, qui est plutôt intéressant, où clairement les types ont dit que je ne parle que de se défendre, que d'armes, que de violence, alors que c'est pas du tout. Le chapitre sur les armes, c'est un paragraphe d'une demi-page sur 400 pages de livre. Donc typiquement, c'est des gens qui n'ont pas lu le livre, je le sens, je le vois très très bien. Oui, donc, parce que dans les vidéos, on voit souvent ça, en fait, des présentations, voilà. Notamment de ton collègue qui est aux États-Unis, là, qui présente les armes, ça, donc les gens, ils voient ça. Donc il y a un amalgame, mais c'est pas grave, à la limite, bon, alors, il y a la façon méchante de répondre, c'est de dire, mais si vous voulez pas le faire, faites-le pas et on verra dans 10 ans qui est mort et qui est pas mort. Mais ça, ce serait méchant de ma part de dire ça. Et moi, mon boulot, c'est de passer un message au maximum de gens, qui écoute, qui écoute pas. À la fin, vous êtes responsable de vous-même. Ce que vous faites, c'est vous, c'est votre choix. C'est pas moi qui vous influence, c'est pas la société, c'est pas la télé. Vous êtes responsable. Alors si en plus vous êtes influencé, tant mieux ou tant pis. Mais moi, j'essaie d'amener une boîte à outils qui peut se calquer à vos croyances, à vos religions, à votre morale. Et je l'ai voulu volontairement sans cette dimension-là, mais clairement qui est adapté pour des petites bourses, pour des petits moyens. Et ouais, on peut aller très très vite si on a beaucoup d'argent, mais la réalité c'est que vous démarrez petit à petit. J'ai un problème. Donc, est-ce que donc je reviens sur cette question du patrimoine. Enfin, si on n'a pas de moyens,
est-ce qu'on ne devrait pas s'orienter par exemple vers des choses comme la question que je t'avais posée à la conférence aussi, mais tu peux répéter là-dessus, mais sur justement peut-être s'organiser entre personnes pour faire comme les mouvements décentaires qui existent et reprendre des terrains ou des choses comme ça dans les endroits où c'est possible et finalement privilégier donc la partie lien humain que tu disais pour les gens qui n'ont pas les moyens financiers finalement, quoi. Et c'est un peu la logique par exemple qu'on peut voir je sais pas, en Italie ou ailleurs où des gens récupèrent des endroits abandonnés pour reloger des gens ou des choses comme ça. Alors complètement, à un bémol près. C'est-à-dire que oui, vous pouvez dès maintenant démarrer le lien social, même si vous n'avez pas d'argent, pas de terre. Peut-être que c'est votre voisin qui va vous sauver, parce que lui, il a les moyens. Ou peut-être que dans une ville, le fait d'être bien intégré dans un quartier fait que lorsque ça ira mal, ce quartier va vous protéger. Et d'abord, la sécurité, ça va être un élément important, notamment en ville. Peut-être que dans une ville, vous allez récupérer les espaces verts, les stades de foot, les pelouses, pour faire pousser des légumes, etc., etc. Tout ça, ça s'est fait pendant les guerres, ça se refera dans des moments difficiles. Mais enfin, si tout le monde vous déteste parce que vous tirez la gueule dès maintenant à tout le monde, bah, clairement, ça va pas être facile. Ensuite, quant à aller prendre des terres, etc., oui, je pense qu'il y a déjà maintenant des terres en friche, il y a des terres abandonnées. Le concept même de squat, que ce soit en ville ou à la campagne, il est tout à fait concevable. Après tout, que ce soit au Danemark, en Allemagne, en Italie, on parlait de Casa Pound tout à l'heure, il y a des mouvements qui sont capables de se réapproprier certains lieux en abandon, de les transformer. Ils les appellent comme ils veulent, mais voilà, c'est des sortes de bases autonomes durables, urbaines ou à la campagne ou autres. Et dès maintenant, voilà, sans beaucoup de moyens, bricoler, faire de la récup, meubler, organiser ces lieux en des lieux de vie, en des lieux de production économique réelle, et donc intégrer un certain tissu économique qui, en cas d'effondrement, peut-être peut résister, parce que on aura besoin de se vêtir, on aura besoin de se nourrir, tout cela, elle peut se préparer dès maintenant. Et finalement, créer ces liens, créer ces structures économiques dès maintenant. Quant à prendre la terre, on en parlait tout à l'heure, c'est possible d'aller dans une ferme, dans une exploitation agricole et prendre de la terre et dire voilà, maintenant qu'il y a moins de pétrole et que c'est trop cher d'utiliser des moissonneuses, batteuses et des tracteurs, on a besoin de plus de mains et plus de travail humain, donc on va pouvoir récupérer quelques dizaines d'hectares par famille, etc. Le seul souci, c'est que la structure de l'agriculture aujourd'hui, dans la réalité, c'est qu'elle est très différente que celle d'il y a 50 ans, elle est très différente que celle des pays en voie de développement, où il y a encore des relativement petites structures. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des exploitations agricoles avec des milliers et des milliers d'hectares, avec des batteries de moissonneuses boiteuses, avec une ferme et une habitation. Donc lorsqu'on va avoir des problèmes et qu'effectivement une grande partie de cette terre ne pourra plus être cultivée, certes vous pouvez aller à la campagne, mais il va falloir vous bâtir un toit, une protection pour l'hiver, et or il n'y en a pas sur les champs. Donc il va falloir vraiment, et c'est pour ça que le préparatif il commence maintenant. Ça peut être une vieille maison de votre grand-mère au fin fond de la montagne, au fin fond de la campagne, que vous allez retaper. Ce qui est sûr, et c'est le cas par exemple personnel, c'est que par exemple, moi j'ai une petite ferme, mais la surface agricole est toute petite, ce n'est que 4000 m². Donc c'est tout petit 4000 m². En cas de pépin, c'est pas assez. Alors aujourd'hui, j'en cultive 2000 sur les 4000. Et le jour où ce sera une crise et qu'il y a des personnes sélectionnées qui vont arriver parce que voilà, on a le plan qui vont venir dans ma ferme, on va utiliser la terre du voisin. Parce que la terre du voisin est utilisée pour du bétail qui ne sera plus nécessaire puisqu'on ne va plus exporter du fromage. Donc il y aura plus de terre disponible, donc on va s'arranger. Et parce qu'on s'entend bien, et on va mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Donc, je pense que le problème, ça ne va pas être une pénurie de terre. Au contraire, on va avoir besoin de gens pour travailler la terre. Le problème, c'est d'avoir toute l'infrastructure autour de la terre pour qu'on puisse vivre. Parce qu'il ne faut pas oublier, alors ici à Nice, les hivers, ça va. Ouais. Mais vous êtes dans les Alpes, pas très loin d'ici, dans les Préalpes, ou alors un peu plus au nord de l'Europe. L'hiver, si vous n'êtes pas chauffé et protégé du froid, ça craint. Et je finirais peut-être là-dessus. Tout à l'heure, tu parlais de finalement le sentiment le plus important, c'est de vouloir être libre en fait. C'est ça le truc le plus important. C'est la liberté en fait. Et tout le but du survivalisme, c'est d'être libre en fait, d'être autonome et libre. Mais on se heurte à ça, c'est que finalement beaucoup de gens, et même proches de nous, ou dans nos familles et tout, ils préfèrent la servitude volontaire en fait. C'est plus la mort tiède, c'est mieux que finalement
par exemple, si on veut justement les préparatifs, ces choses-là, en temps de paix, si on veut, il y a peu de gens qui viennent racler la terre avec toi ou des choses comme ça, quoi, alors qu'il faut se préparer dès maintenant. Donc c'est ça qu'il faut arriver à gérer, c'est-à-dire tant que ça s'effondre pas, on a l'impression que les gens ils vont pas bouger non plus, quoi. C'est un peu qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit être intolérant et garder que les gens qui veulent bouger et puis finalement se débarrasser des autres, enfin ne plus aller droit là où on doit aller, on va pas tous se sauver. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de gens choisissent la servitude volontaire et tant que le système économique actuel dure, leur vie sera douillette, plus ou moins organisée, plus ou moins libre, plus ou moins faste, en fonction de la taille de leur compte en banque et leur capacité à garder un métier parce qu'ils ont des compétences qui sont dans le système actuel utiles. Moi je dis toujours, je présente ma technique si on veut. Ceux qui veulent l'écouter, très bien. Ceux qui veulent la mettre en place, tant mieux. Les autres, c'est pas grave, tant pis, vous faites ce que vous voulez. Moi je suis pas votre père, je suis pas là pour vous sauver coûte que coûte. À la fin vous êtes responsable de vous-même, faites ce que vous voulez. Et je pleurerai pas particulièrement si ça arrive, eh bien, vous n'y arrivez pas. Donc un homme averti en veut deux. Et qu'est-ce que tu penses que ça peut changer dans la tête de gens qui sont déjà en semi-autonomie ou qui finalement fonctionnent déjà comme ça, ton travail en fait par exemple? Est-ce que ça peut leur apporter quelque chose par rapport à ce qu'ils font déjà? Moi je connais par exemple des gens, ils sont déjà enracinés, ils produisent déjà leur propre truc. Absolument. Alors je prétends pas avoir inventé quelque chose de révolutionnaire avec mon livre, c'est simplement à mon avis, certainement c'est ce que me disent mes lecteurs, c'est une bonne synthèse et surtout il donne une certaine structure et surtout une hiérarchie de ce que vous devez faire pour avoir un préparatif équilibré. Parce que beaucoup de gens, par exemple, sont autonomes pour leur nourriture, par exemple, et il arrive, notamment dans le sud de la France, vous avez énormément d'endroits avec des villages, avec des fermes, de gens qui vivent, qui ne sont pas dans l'industrie agricole, qui ne sont pas dans le productivisme agricole à tout prix, qui sont dans leur petite production propre, pour eux, leur propre consommation, qui font un peu des marchés. Alors souvent, ils sont sous pression de l'Union européenne par rapport aux normes hygiéniques, toutes ces conneries qu'on nous impose, laissez-nous vivre tranquille. Mais enfin, ces gens, ils sont très très bien, mais en cas de crise, ils ne sont pas préparés par rapport à la prédation éventuelle de personnes qui viendraient pour les piller. A l'inverse, il y a des gens qui sont largement autonomes parce que probablement ils sont issus sont soit des anciens militaires, soit des anciens membres des forces de l'ordre, etc. Et qui sont issus et eux sont surarmés, suréquipés, etc. Mais en revanche, voilà, ils n'ont pas de stock d'eau, pas de production agricole, etc. Et eux aussi sont déséquilibrés. Et eux vont se transformer en prédateurs, inévitablement. Donc la capacité de préparer en ces 7 points de la base autonome durable, ensuite vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout, mais voilà, votre autonomie pour l'eau, la nourriture, l'hygiène, la santé, l'énergie, la connaissance, la culture, les savoir-faire, etc. La défense et le lien social, ces 7 éléments, ils vous permettent d'avoir une approche qui avance de manière équilibrée, à mon avis. Et ça, c'est un petit plus pour des gens qui s'y connaissent déjà, et d'ailleurs beaucoup de gens qui sont déjà dans ces mouvances trouvent que le livre est un plus, bien que peut-être celui qui a déjà son potager, qui est autonome pour la nourriture et l'eau depuis déjà une vingtaine d'années, bon, ben, il va pas. Beaucoup de gens me disent, oui, je suis d'accord avec vous, ça fait 20 ans que je pense la même chose. Et puis ils me disent, voilà, ça a complété 2-3 trucs, il y avait 2-3 astuces intéressantes. Et puis voilà, mais enfin, voilà, je prétends pas non plus être Einstein et avoir. Je mérite pas de prix Nobel pour ce que j'ai fait, ça va. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que même si on, à la limite on croit pas, mais même si c'est pas une question de croyance, mais même si on pense que ça va pas s'effondrer, le seul fait de se rendre autonome, c'est déjà pour soi-même. Oui, mais bien sûr. Ça nous rend libre. Parce que la nourriture que vous allez produire, elle sera meilleure, elle sera plus bonne, elle sera plus nutritive. Vous allez avoir un rythme de vie moins stressant, physiquement plus actif. Bon, et puis, ok, si vous tombez malade, vous pouvez toujours aller à l'hôpital aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, cette capacité d'acquérir une autonomie et une liberté, à mon avis, elle n'a aucun prix. Okay. Merci Pierrot et à bientôt. À une prochaine. Au revoir.